Bonjour à tous et bienvenue ce matin. La Troisième Guerre mondiale aura-t-elle lieu? La menace nucléaire est-elle réelle? 65e jour de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Hier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, était à Kiev. Moscou a bombardé la ville pour la première fois depuis mi-avril. Joe Biden annonce une nouvelle aide militaire à l'Ukraine, avec ce sentiment que le président américain entraîne le monde dans ce conflit. Vladimir Poutine affirme que la réponse sera à la hauteur de l'engagement américain. Bref, la semaine qui s'achève marque une escalade. Il serait temps peut-être d'envisager le mouvement contraire, une désescalade. L'Union européenne semble aux abonnés absents. Emmanuel Macron ne dialogue plus avec Vladimir Poutine. Rappelons une évidence, la France n'est pas en guerre avec la Russie, ni la France, ni l'Europe. Analyse d'une semaine de tous les dangers avec Vincent Hervouette ce matin, que je salue. Il est 9h. L'inflation grappe encore en France. La hausse des prix est de 4,8% sur un an ce mois d'avril. Selon les chiffres qui viennent d'être dévoilés par l'INSEE, le prix des services, des produits manufacturés et de l'alimentation ont progressé plus rapidement que les mois précédents. Et puis Elon Musk pourrait-il finalement ne pas racheter Twitter? L'offre d'achat de 44 milliards de dollars proposée par l'entrepreneur a bel et bien été acceptée, mais les dernières provocations d'Elon Musk pourraient mettre l'accord en péril. Il s'est moqué publiquement de Twitter et de ses cadres, alors que le contrat qui le lie à la plateforme le lui interdit. Enfin, du football, l'Olympique de Marseille, secoué par le Feyenoord à Rotterdam. Les Marseillais payent leurs erreurs défensives. Ils s'inclinent 3-2 en demi-finale allée de la Ligue Europa Conférence. Georges Fenech, Alexandre Avril, qui est le maire républicain de Salbris, Laurent Geoffrin et Vincent Hervouette. On va voir dans une seconde ce qui s'est passé à Kiev. Simplement, je disais, semaine de tous les dangers, escalade. Est-ce que vous validez? Oui, tout à fait. L'escalade, elle est bien réelle. Et là, il y a effectivement, il y a un horizon assez court qui est le 9 mai auquel on pense tous, c'est-à-dire le défilé de la victoire à Moscou. Et on se dit que Vladimir Poutine aura sans doute besoin de montrer qu'il a obtenu quelque chose en Ukraine, à défaut d'avoir pris Kiev, qu'il a au moins écrasé Mariupol, ou que la conquête du Donbass avance, qu'il y ait une victoire à présenter après 2 mois et demi de guerre. Et donc, on se dit que les 10 jours qui viennent, les 8 jours qui viennent, 10 jours qui viennent, vont être 10 jours effectivement durs, dangereux. Kiev, les bombardements hier, Sybille Delettre. À Kiev, l'heure est maintenant au nettoyage des dégâts après les bombardements d'hier soir. 5 missiles russes auraient touché la ville et notamment cet immeuble de 25 étages. Les secours ont fait état de 10 blessés. C'est la première fois depuis mi-avril que la capitale est frappée, alors qu'au même moment, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, était sur place. Une nouvelle provocation de Moscou, selon Volodymyr Zelensky. Ces bombardements en disent long sur la véritable attitude de la Russie envers les institutions mondiales, sur les efforts des dirigeants russes pour humilier l'ONU et tout ce que l'organisation représente. Antonio Guterres est arrivé hier en Ukraine. Avant Kiev, il s'est rendu à Irpin et Boutcha, à l'endroit même où les enquêteurs ukrainiens ont recensé plus de 8000 cas présumés de crimes de guerre. Autant d'échecs pour les institutions internationales. Permettez-moi d'être très clair. Le Conseil de sécurité n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher et mettre fin à cette guerre. C'est une source de grande déception, de frustration et de colère. Après ces bombardements, des responsables ukrainiens ont appelé à priver Moscou de son droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Le Conseil de sécurité n'a pas tout fait pour empêcher cette guerre, dit Antonio Guterres. Ça veut dire quoi? Alors, bon, le Conseil de sécurité, si vous voulez, c'est le directoire de l'ONU, donc les 5 membres permanents qui sont indéboulonnables. L'Assemblée générale pourrait éventuellement les déboulonner, mais sur proposition du Conseil de sécurité. Donc bon, ils sont indéboulonnables. Donc la Russie est là avec son droit de veto. Et tant que la Russie est un des belligérants, évidemment, le Conseil de sécurité ne fera rien, puisque s'il montre le bout de la tête, évidemment, la Russie mettra son veto immédiatement. Le secrétaire général est le fondé de pouvoir, en quelque sorte, de ce conseil d'administration. Il est le grand chambellan
des uns et des autres. Et d'ailleurs, quand Poutine le reçoit à Moscou avant-hier, il est quasi désinvolte, quoi. C'est un fonctionnaire, hein. Il ne lui parle pas d'égal à égal. Il est au bout de la table à 7 mètres, hein. Et il est maltraité. La meilleure preuve, c'est que quand il va à Kiev le lendemain, il y a deux missiles qui s'écrasent à quelques kilomètres de là. Donc, qu'est-ce qu'il veut on dire? sent la Qu'est-ce qu'aurait frustration pu d'Antonio faire? Guterres. Oui, Il est terriblement frustré. Mais en même temps, il faut dire les choses entièrement. Ça fait 2 mois qu'il est planqué dans son bureau. Oui. Il n'a pas fait grand-chose. Il n'a pas dit grand-chose. Hein. Il a été calfeutré, à part recevoir Greta Thunberg et parler de... Donc il sert à rien. Non, il est contraint. Il est effectivement réduit à l'impuissance. Mais quand même, il y a beaucoup de mauvaise foi chez les Ukrainiens, notamment, à le dénoncer parce que, d'abord, les agences de l'ONU, par exemple le Haut-Commissariat aux réfugiés, s'occupent à plein temps des réfugiés, des millions d'Ukrainiens qui ont fui leur pays. Donc, toutes sortes d'agences onusiennes s'investissent pour aider l'Ukraine. Et donc, il y a beaucoup d'ingratitude, quand même, à regarder le premier des fonctionnaires de l'ONU en lui faisant la leçon. La deuxième chose, c'est que quand le président Zelensky s'adresse à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité, il est dans une espèce de discours ultra radical où il exige comme un minimum la réforme immédiate du Conseil de sécurité, de l'Assemblée, etc., etc., ce qui est une façon de discréditer l'ONU. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire que tout le monde, en fait, s'emploie dans cette histoire à mettre l'ONU hors jeu. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien hier qui a tweeté: la Russie attaque Kiev avec des missiles de croisière juste au moment où le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le premier ministre bulgare, Kirill Petkov, visitent notre capitale. Par cet acte odieux de barbarie, la Russie démontre une fois de plus son attitude envers l'Ukraine, l'Europe et le monde. On va écouter Joe Biden. La petite musique qui monte, c'est que Joe Biden nous entraîne dans un conflit mondial que lui-même... mais qu'il est responsable, d'une certaine manière, de l'escalade. Ouais, les Russes sont un peu responsables. Oui, j'entends ça. Mais c'est pour ça que je vous dis la petite musique qui monte. Et je voulais que vous répondiez à cela. Il va d'abord évoquer la situation des Russes, Joe Biden, hier. C'est des Russes dont il parle. Je crois qu'ils sont coincés, ils sont désespérés, et donc nous devons envoyer des capacités aux Ukrainiens pour repousser davantage les forces russes. Ils sont en train de dire que c'est l'ensemble des États-Unis et de l'OTAN qui les combattent. Ce n'est pas le cas. C'est une manière de trouver un prétexte pour excuser leurs échecs. Je crois qu'on ne peut pas se permettre de brandir à n'importe quel moment la menace d'armes nucléaires. Ce n'est pas responsable. J'entends, l'Amérique veut non seulement humilier la Russie, mais faire quasiment disparaître la Russie pour retrouver sa suprématie. La Russie. Joe Biden... va faire disparaître la Russie. C'est pour ça que je dis j'entends. Il faudrait que les envahisseurs retournent chez eux. Non mais j'entends que ça va au-delà, c'est ce que j'entends. Et c'est ce qui m'intéresse, que dans un but de retrouver la suprématie mondiale. Ils veulent limer les dents, et ils l'ont dit de manière claire et nette, ils veulent limer les crocs de l'ours russe. Oui. Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, l'a dit mais absolument de manière claire. On veut affaiblir la Russie pour qu'elle n'ait plus les moyens de refaire ce genre de choses. Donc, c'est frontal, c'est vrai. Et il y a 2 jours, il y a une histoire extraordinaire, il y a 2 jours, il y a eu les funérailles nationales de Madeleine Albright, ancienne secrétaire d'État, et Joe Biden a présidé la cérémonie qui était retransmise à la télévision, etc. Et il a dit, elle a changé l'histoire, elle a sauvé l'OTAN. Alors, à quoi il faisait allusion ? Il faisait allusion, en 80, après la chute du mur, le pacte de Varsovie s'est dissous. L'OTAN est restée. C'était une bureaucratie militaire qui n'avait jamais tiré un coup de feu, qui vivait une énorme bureaucratie militaire. Et puis, il y a eu la guerre en Serbie, la guerre du Kosovo. Et là, l'OTAN, au mépris de sa charte, sans aucun mandat du Conseil de sécurité, l'OTAN est partie en guerre. Et là, l'OTAN a soudain trouvé une sorte de raison d'être. L'OTAN a combattu les Serbes, qui étaient les alliés des Russes.
Et c'est donc imposé. Ça, c'était le premier acte. L'OTAN est enfin devenu un outil à la main des Américains, le principal outil des Américains en Europe. Et là, Ce qui m'intéresse, on moi, c'est la vit position ça, c'est le américaine. premier Vous voyez, épisode. ce Et qui ben là, m'intéresse, on c'est vit- l'Amérique aujourd'hui. Là, on vit Et le la dénouement. responsabilité de l'Amérique. Et est-ce que L'Ukraine, l'Amérique c'est la joue avec revanche le du feu? Kosovo. C'est ça qui Écoutez-moi, m'intéresse. Pascal. Oui. L'OTAN, c'est la revanche. L'Ukraine, c'est la revanche du Kosovo, d'une certaine manière. Ouais. Et d'une certaine manière, les Russes voulaient à leur tour changer les frontières. Ils tombent sur un bec et on vit le dénouement de cette crise parce que finalement, il n'y a jamais eu de procès du communisme. Laurent. Il n'y a jamais eu. Hein? Oui, non, mais. C'est une histoire qui se termine là. Oui, vous répondez pas tout à fait à Est-ce que c'est l'escalade? faudrait- Oui. Est-ce que c'est Non, la Troisième Guerre mondiale? Oui. Elle a commencé Oui. parce que tout le Non, monde est-ce que entier le est jeu, impacté. est-ce que le jeu de l'Amérique est dangereux? C'est ça la Mais question. l'escalade est dangereuse, évidemment. Ouais, Laurent Geoffrin. Il faudrait quand même pas renverser les rôles. Oui. C'est quand même la Russie qui a attaqué l'Ukraine. On finit par oublier qu'ils ont envoyé des colonnes de chars Oui. pour essayer d'occuper le pays et même probablement d'essayer de renverser un gouvernement élu. J'entends bien. C'est ça le point de départ. J'entends bien, mais il y a 25 Oui, mais guerres dans le monde. Il y a 25 guerres dans le monde, et moi, j'ai pas envie qu'il y ait une guerre mondiale. Oui, d'accord, madame. Alors, donc vous êtes favorable à ce que les Ukrainiens se rendent? Je ne Mais dis non, pas on cela n'est pas du tout. favorable. Je Ah oui, ne dis- je ne dis pas attendez, cela, Laurent Geoffrin. J'essaye Attendez, en période de guerre, J'essaye les de choses- voir les intérêts de la France Très bien. et du monde. Pourquoi Oui, pas? En période de guerre, vous savez, les positions se simplifient. Hein. C'est ou vous résistez ou vous résistez pas. Ou alors vous avez un compromis à portée de main, mais là, il n'y en a pas. Donc il faut bien... Et je termine. Si on ne faisait rien, ou si on laissait les Ukrainiens se faire écraser, ce qui se passerait si on ne leur envoyait pas d'armes, c'est beaucoup plus dangereux, en fait. Parce que vous dites à Poutine, bon, vous attaquez un pays indépendant, nous, c'est pas notre affaire, ça ne nous regarde pas, vous faites ce que vous Ils ne voulez. sont pas dans l'alliance. Et Ils ne sont pas dans l'alliance, donc on ne fait rien. Et les autres? Et les autres pays? Et Poutine va se dire, ben voilà, c'est bon, on peut y aller. Georges Fenech. Et donc vous allez avoir un Georges autre conflit qui va être encore plus grave. Georges Fenech. Je comprends parfaitement la question que pose Pascal Praud, d'autant que moi-même je me la pose et je pense que beaucoup de monde se la pose. Une fois qu'on a condamné l'invasion russe, on est tous d'accord là-dessus, la question qu'on se pose, c'est effectivement, est-ce qu'on risque un troisième conflit mondial? J'entends Vincent Herouet dire on y est déjà. Non, on n'est pas dans un troisième conflit mondial, et heureusement. Moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, Joe Biden annonce 33 milliards qui vont être votés par le Congrès, ce qui est énorme. On a l'impression d'une guerre par procuration, finalement, entre les États-Unis et la Russie. Et on n'en parle pas, mais on observe aussi l'envoi de 8000 soldats britanniques dans les pays de l'Est. Donc, il va y avoir des mouvements de troupes dans les pays de l'Est. Donc, il y a une escalade évidente qui est en train de se produire en ce moment par le jeu que jouent effectivement les États-Unis et Joe Biden. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Moi, je ne dis pas le contraire. Ce que je vous dis, c'est deux choses. Un, la guerre n'est pas mondiale. Effectivement, le front est cantonné à l'Ukraine. Mais l'impact est mondial. Je veux dire, par exemple, depuis hier, il y a moins de métro à Madrid. Il y a moins de trafic de métro parce que l'électricité coûte plus cher, trop cher. Donc on va plus se tasser dans les rames de métro, ce qui aura moins de rames. Le prix de la baguette, du pain, nourriture de base, en Égypte a été multiplié par 3. Il n'y a plus d'huile de tournesol dans les rayons français. Etc. Oui, Bon, ça, c'est incroyable. L'impact est réel. 3 milliards, 5 milliards au total d'aides financières pour acheter de l'armement. Les batteries, les Césars qui étaient en dotation dans l'armée française, les canons, les magnifiques canons qui portent à 40 km, sont maintenant transférés en Ukraine. On va avoir du mal d'ailleurs, ils vont avoir beaucoup de mal à arriver jusqu'au front, parce que le front s'est déplacé, il est plus à l'ouest, du côté de la Pologne, il est à 1200 km de la frontière, donc il faut les emmener jusque là-bas. Et vous ne trimballez pas un blindé comme vous livrez Colissimo. Il faut des voies ferrées, il faut des routes, et les Russes bombardent. On va écouter Biden, parce que ce qui m'intéresse vraiment, c'est Biden, l'Amérique, ce président qu'on annonçait falot et qu'on annonçait sénile. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est lui qui décide de tout, ou s'il est influencé, ou piloté même, par son administration. La politique américaine est entièrement d'accord. D'accord. Écoutons ce qu'il a dit sur les 33 milliards, et on en parle ensemble pour décoder Biden.
nous avons pratiquement épuisé les fonds qui étaient disponibles de la part du Congrès pour aider les Ukrainiens. Et nous n'avons plus l'argent pour poursuivre cette action. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai demandé que l'on continue de soutenir l'Ukraine dans ce conflit et je demande une aide supplémentaire au Congrès pour que l'on n'interrompe pas cette aide aux Ukrainiens, aux combattants ukrainiens et qu'on puisse aider les Ukrainiens. J'insiste beaucoup sur ça, l'intérêt des Américains. La Russie, on nous explique, c'est le PIB de l'Espagne, c'est aujourd'hui un petit pays, c'est plus du tout l'URSS des années 70. Voilà, au fond, c'est rien. C'est ce qu'on nous dit, en tout cas économiquement. Voilà. Bon, ou pas grand-chose. Bon. Quel est l'intérêt de l'Amérique? Vous avez dit tout à l'heure, limer les crocs de l'ours russe. C'est un intérêt militaire, politique, économique? Pas du tout. Les trois, mon général. Les trois. Économique, je vois pas très bien. L'intérêt économique, oui. Ils vendent leur gaz liquéfié, ils vendent leurs engrais, ils vendent leur blé. Donc de récupérer les marchés russes. Que ne vendent plus les... Non, mais je veux dire, si vous... Non mais attendez, économique, c'est on récupère. L'Amérique récupère les marchés russes. C'est pas ça la motivation des Américains. Non, c'est pas ça. Comme ça. Je vous dis qu'il y a l'ensemble des intérêts qu'on verra. C'est un intérêt géopolitique. C'est parce que je vous pose la question. Je vous réponds. Je donne ma réponse à moi. Poutine est un régime menaçant qui a déclaré ouvertement qu'il était contre tous les régimes démocratiques et qui cherchait à les affaiblir. À partir du moment où on a un ennemi qui s'auto-désigne, qu'est-ce qu'on fait? Non mais l'Iran aussi est un régime menaçant. Comment? L'Iran aussi est un régime menaçant. On a mis des sanctions à l'Iran. Oui, ce qui m'intéresse vraiment, c'est pas un argument l'Iran. Mais non, mais c'est de voir, comment dire, de décrypter en fait, de voir les intérêts. C'est ce que je vous dis. C'est un ennemi. Ce que dit Laurent n'est pas C'est un ennemi de l'Occident et donc on est obligé de répliquer. Voilà, c'est tout. Non, on n'est pas obligé de répliquer parce que c'est un ennemi de l'Occident. Vous n'avez pas des spécialistes. Vous savez, les trois quarts de l'humanité n'ont pas tellement de sympathie pour l'Occident et on n'est pas pour autant en train de leur faire la guerre. Il est 9h15. Eux, ils viennent d'envahir un pays indépendant. Les autres. Non, mais il n'y a pas de polémique à avoir là-dessus. Moi, j'essaye de décrypter. Je vous assure. On n'entre pas en croisade contre tous les. Alexandre Avril est avec nous. Il n'a pas encore parlé, Alexandre Avril. Il est le maire républicain de Salbris. Salbris. Et voilà, j'ai dit Salbris tout à l'heure. Salbris, qui est dans le Val-de-Loire, centre Val-de-Loire. Ouais, dans le Loir-et-Cher. Dans le Loir-et-Cher. Ma famille habite dans le Loir-et-Cher. Non, c'est une chanson célèbre. En revanche, Audrey Berthaud, 9h15. La direction du Parti socialiste souscrit aux propositions du programme de la France insoumise en vue d'un accord aux législatives des 12 et 19 juin prochains. Les négociations entre le PS et la France insoumise viennent de connaître une avancée majeure. Et puis la hausse des prix de l'immobilier n'est pas près de s'arrêter. C'est ce que montrent les derniers chiffres du Conseil supérieur du notariat. Regardez les projections pour fin mai. Les maisons vont augmenter davantage que les appartements, avec presque plus 10% contre 4%. Dans leur note de conjoncture, les notaires de France parlent de pénurie de biens, ce qui tire les prix vers le haut. Enfin, à Pékin, la campagne de dépistage massif se poursuit. Le but est d'éviter un confinement strict, similaire à celui de Shanghai. Les autorités ont également annoncé la fermeture de certains lieux publics dans la capitale chinoise. Laurent Geoffrin, on en parlera tout à l'heure, le PS souscrit à la France insoumise, prête à tout pour aller à la gamelle. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, je suis d'accord avec vous, mais là, les vierges effarouchées, je ne vais pas les entendre ces prochaines heures. Il n'y aura pas de une demain à Libération pour dire la menace de la France insoumise, de l'extrême gauche. Il n'y aura pas le tam-tam médiatique qui s'est mis en route pendant 15 jours entre les deux tours pour parler. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Sur le même plan. Vous avez raison, je pense que c'est pire. Oui, mais ça, c'est votre avis, mais c'est pas le mien. Oui. Je pense que c'est pire, mais c'est ainsi. Mais en tout cas, le PS va à la gamelle. Ce grand parti. Mais on en parlera tout à l'heure. On peut revenir dessus. C'est ce qu'on disait quand le PS s'était allié au Parti communiste. On disait la même chose. La droite disait la même chose. Mais la grande différence, c'est qu'à l'époque, le Parti socialiste avait une entité forte et était devenu plus fort que le PC. Donc mais c'est vrai que l'alliance PC était... Oui, mais vous arrêtez. Vous avez raison, mais c'est vrai qu'elle était étrange de s'allier avec un
un parti communiste qui soutenait Oui, mais c'était un aux régime conditions. qui avait fait 50 millions de morts. C'est C'était vrai aux que ça conditions pouvait déjà être... C'était aux conditions du PS, c'est ça la différence. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'était déjà étonnant dans les années 70. Voilà, vous faites bien de le rappeler. Bon, L'Amérique. On va écouter le président Zelensky sur crime contre l'humanité. À quoi sert l'ONU? Et bon, vous nous avez répondu tout à l'heure, ça ne sert à rien, bien évidemment. Le président Zelensky. non, il n'a pas dit rien. Il est aussi important de faciliter l'établissement d'un tribunal international pour traiter des crimes russes. C'est une issue que nous avons évoquée aujourd'hui avec le secrétaire général de l'ONU. La mission de l'ONU continue à enregistrer tous les crimes commis par la Fédération de Russie et son armée. La vérité, c'est que l'invasion russe de l'Ukraine a abouti sur de nombreux crimes contre les civils et les villes. Des crimes qu'on n'avait plus vus en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Drôle que Zelensky fasse référence à la Seconde Guerre mondiale, qui est l'obsession permanente de Vladimir Poutine. Non, effectivement, il y a une façon d'invalider, si vous voulez, le rôle que pourrait jouer éventuellement l'ONU, et on attend que les Chinois se réveillent et tentent une médiation, ou que la Turquie, avec le président Erdogan, qui est d'un opportunisme absolu, qui donne une leçon de cynisme à la terre entière ces jours-ci. Il a téléphoné hier. Il est ce matin à Riyad, ou à Jeddah plutôt. Il est à Jeddah en Arabie Saoudite, où il est reçu par le prince Mohammed Ben Salman. Vous savez, le dauphin. Il n'a pas amené la scie à os. Il a enterré le dossier de Jamal Khashoggi, qui a été transmis aux Saoudiens. On leur a donné le dossier d'instruction il y a 3 semaines. On a enterré le dossier, à défaut d'avoir enterré d'ailleurs Jamal Khashoggi, dont le corps n'a jamais été retrouvé. Qui avait été découpé voilà, dans l'ambassade de... C'était Erdogan lui-même qui avait mis en cause le prince héritier, l'Arabie Saoudite. Ils avaient piégé, vous savez, le consulat de Turquie. Et donc, on avait l'enregistrement du meurtre, une scène absolument... Des images horribles. Avec tous les détails les plus saisissants, vraiment gore. Et donc, c'est le même qui est aujourd'hui en Arabie Saoudite pour à la fois faire ami-ami et récupérer des pétrodollars parce que l'économie turque va pas très bien. Et le même Erdogan, hier, était au téléphone avec Poutine, lui disait, vous savez, je suis vraiment prêt à prendre une initiative et à jouer le rôle de médiateur. Vous avez des pays qui, comme ça, vous avez des acteurs qui sont sans aucun scrupule et qui sont en même temps, donc on peut les juger moralement, c'est indéfendable, mais qui en même temps, sur le plan politique, ont une forme d'indépendance qui les met en situation de jouer un rôle. Ce qui n'est pas le cas de l'Europe, ce qui n'est pas le cas de la Alors France. l'Europe, je l'ai dit tout à l'heure, aux abonnés absents. Ce qui n'est pas le cas de l'ONU. J'ai dit tout à l'heure, l'Europe aux abonnés absents, et Emmanuel Macron a perdu la fréquence avec Vladimir Poutine. Vous validez ou pas? Il avait autre chose à faire ces derniers temps. Bon. Et l'Europe qui est aux abonnés absents, oui? L'Europe, elle n'est pas aux abonnés absents. L'Europe, elle est combattante. L'Europe, l'Union européenne fait quoi? Elle fournit des armes, j'ai remarqué. L'Union européenne, alors, au contraire, a une sorte de sursaut de virilité et d'existence grâce à cette guerre. Elle fait partie des gens qui... L'Union européenne, je veux dire, la présidence de l'Union européenne, la Commission européenne, mène une véritable politique étrangère, prétend mener une politique étrangère. Ah non, pour l'Europe, il y a des tas de conséquences qui sont assez lourdes. Et les Européens, les différents pays européens sont totalement engagés dans l'effort de guerre auprès de l'Ukraine. Non, mais quand je dis aller aux abonnés absents, c'est dans la négociation avec Poutine qu'elle est c'est ça que je veux dire. On est invalidé parce que pour l'instant, ils font la guerre. Les Russes considèrent, grosso modo, qu'on est des otaniens. C'est-à-dire qu'on est totalement soumis finalement aux Américains et qu'on le sera de plus en plus. Et donc, il n'y a pas à discuter avec nous. On discute directement avec l'OTAN. Ne vous méprenez pas aux abonnés absents. Dans la négociation avec Poutine, Emmanuel Macron, au départ, a tenté la négociation avec Vladimir Poutine. Il a tenté de garder le dialogue, mais ça ne menait à rien. Poutine montait, etc. Et de toute façon... C'est ça que je veux dire en disant que l'Union européenne n'est pas présente dans ce dialogue-là. Mais vous ne pouvez pas être un belligérant en réalité, de facto, donc être dans la ligne des Américains et prétendre jouer un rôle d'intermédiaire. Donc, s'il y en a un qui peut jouer un rôle d'intermédiaire, ce sera le Turc, ce sera le Chinois, ce sera n'importe qui livre pendant des armes, des drones d'ailleurs aux Ukrainiens, mais ce sera pas l'Europe. Moi, j'écoute Vincent Herouet régulièrement. J'aime beaucoup ce que vous dites. C'est vraiment très, très intéressant. Ça
permet de bien J'ai suivre le voté pour conflit. vous. Mais j'habite pas dans le Loir-et-Cher, c'est dommage. Oui, c'est pourquoi Mais moi, j'ai lui ai vraiment demandé de venir. l'impression- En plus, je remercie Vincent parce que je l'ai appelé à en 7 vous heures ce écoutant- matin. Et je voulais vraiment qu'il vienne ce matin. Je trouvais que la semaine avait été particulière, escalade, ce qui s'était passé hier. Et Vincent a Les décalé gens sa aiment bien journée pour vos venir. avec- décryptages qui sont vraiment Oui. très intéressants. Et moi, j'ai vraiment le sentiment que ce qui compte là, cette semaine, c'est la position de l'ONU. Parce que, arrêtez-moi si je me trompe, mais j'ai quand même l'impression que la Russie a très très peur que l'ONU passe sous pavillon otanien. Et l'ONU, qui est censée garantir l'équilibre de l'ordre international et d'éviter la Troisième Guerre mondiale, passe du côté américain. On a quand même sorti la Russie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. On est en train de réformer, ce qui n'avait jamais été fait pendant la guerre froide, l'utilisation du droit de veto en demandant des justifications éventuellement pour ce faire. Et aussi du point de vue de Poutine, on a quand même Antonio Guterres qui arrive d'où ? Qui arrive de Manhattan, de New York. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est le Congrès américain qui propose à l'ONU d'avoir son siège aux États-Unis d'Amérique. Le siège de l'ONU, ça ne nous a pas échappé, n'est pas à Moscou. Donc je pense qu'il y a toute une atmosphère qui invite Vladimir Poutine à montrer tout de suite par barrage que l'ONU ne doit pas passer sous pavillon otanien dans le camp des Américains, dans le camp du bien, dans le camp de Laurent Geoffrin et de tous, qui permet... Vous êtes dans le camp de Poutine, vous aussi, je comprends Non, bien. du tout. Mais je pense que l'ONU doit rester absolument indépendante. Et ce qui se passe en ce moment... Vous êtes donc du camp de Poutine. Non, parce que je vous écoutais tout à l'heure et j'ai l'impression que vous faites plus de morale que de géopolitique. La pause. Il y a les bons et les Mais pas mauvais. du tout. Mais La alors, pause. Or, l'ONU Mais vous n'avez n'a rien pas à compris, faire de alors. morale, je pense. Vous n'avez absolument rien compris. La pause. Excusez-moi. La pause. La pause. Vous restez encore quelques minutes avec nous. Vous avez décalé, je sais, votre journée pour nous et je vous remercie grandement. À tout de suite. Vincent Hervouet était encore quelques minutes avec nous. Audrey Berthoud, il est 9h30. À Jérusalem, des heurts entre manifestants palestiniens et policiers israéliens ont fait 42 blessés ce matin sur l'esplanade des mosquées. Des 42 blessés, 22 ont été transportés dans un hôpital de Jérusalem, mais aucun ne se trouve dans un état grave, selon le Croissant Rouge palestinien. Et puis Jordan Bardella lance la campagne des législatives. Le Rassemblement national a dévoilé sa stratégie hier. Jordan Bardella l'a présenté pendant un déplacement à Fréjus dans le Var. Il en a profité pour régler ses comptes avec les anciens du RN qui ont quitté le parti pour rejoindre Éric Zemmour. Enfin, la Californie ouvre une enquête sur le rôle de l'industrie pétrochimique dans la pollution par le plastique. Pendant plus d'un demi-siècle, l'industrie du plastique a mené une campagne agressive pour tromper le public, perpétuant le mythe selon lequel le recyclage pouvait résoudre la crise du plastique. La vérité est la suivante, l'écrasante majorité du plastique ne peut pas être recyclé. C'est ce qu'a déclaré le procureur général de Californie. Semaine de tous les dangers, on va essayer de se projeter. L'autre jour, je vous ai posé une question, combien de temps ça va durer? Vous m'avez dit 10 ans. Mais je voudrais qu'on voit d'abord le sujet d'Antonio Guterres, toujours à Boutcha hier. Il est venu voir de ses propres yeux l'atrocité des violences. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, était sur les lieux des exactions russes en banlieue de Kiev. Première ville visitée, Borodianka. Quand j'ai vu ces bâtiments détruits, j'ai imaginé ma famille dans l'une de ces maisons. La guerre est une absurdité au XXIe siècle. À quelques kilomètres de là, la visite s'est poursuivie à Boutcha, ville où des dizaines de cadavres ont été découverts dans les rues le 2 avril dernier. Une mission de l'ONU y a déjà documenté le meurtre de 50 civils. Sur place, Antonio Guterres a lancé un appel à la Russie. Quand nous regardons cet horrible lieu, ça me montre l'importance de faire une investigation en longueur et de rendre les gens responsables de leurs actes. J'appelle donc la Russie à accepter de coopérer avec la Cour pénale internationale. Fin de la visite du secrétaire général de l'ONU au cœur d'un quartier résidentiel d'Irpin, en soutien aux civils touchés. Et maintenant, ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois. Et maintenant. Maintenant, vous avez aujourd'hui, vous avez comme hier, vous avez 2400 affûts d'artillerie qui sont en train de pilonner, russes, qui sont en train de pilonner les lignes de défense ukrainiennes dans le Donbass, donc à l'est de l'Ukraine. Vous avez un espèce de rouleau compresseur bien réel qui est en train d'essayer d'écraser sous un déluge de feu les
défenses ukrainiennes qui ont été fortifiées depuis 4-5 ans. Et donc la Une fois que conquête ça sera de fait. ce territoire. Et ça, D'accord. c'est une guerre d'usure qui va durer. Et pour éviter que des blindés, que les Césars, que les chars promis par les Allemands, etc., arrivent jusqu'aux combattants ukrainiens, les Russes sont en train de bombarder les voies ferrées, les ponts, tout ce qui permet, depuis la Pologne et depuis la Roumanie, d'acheminer l'armement. Donc, On est dans une épreuve de force, une guerre qui va durer jusqu'à ce que l'un ou l'autre cède, craque, accepte des négociations. Ce n'est pas le moment. Vous parliez du 9 mai tout à l'heure, qui est une date importante pour Vladimir. Nous, on le fait ça le 8 mai, mais avec le décalage horaire, les Russes le fêtaient le 9, les 9 mai, la grande guerre patriotique, 20 millions de morts, etc., c'est-à-dire la victoire sur les nazis, dont, dans la propagande russe, l'Ukraine est le dernier épisode de ce conflit qui est le fondateur de la légitimité des anciens du Parti communiste. Donc Vladimir Poutine aurait intérêt à annoncer une bonne nouvelle voilà. pour son Merci Vincent Herouet. Merci. Il y a de l'inquiétude, bien évidemment. Merci. Bon week-end. De changer de sujet nous apparaît tellement léger ensuite, parce qu'on va parler des républicains qui n'existent plus ou pas, et de leurs querelles internes. Donc tout ça paraît effectivement bien léger. Je vous remercie grandement. Nathan Dever va prendre votre place dans une seconde. Et puis la semaine prochaine, j'imagine que vous serez à cette place également pour commenter les dernières infos venues de Russie et d'Ukraine. OLR, il y a 3 positions, si j'ai bien compris. Non, il n'y en a qu'une, Pascal. Ah bon? Ouais. D'accord. Vous n'avez pas suivi. Déjà, vous voyez, c'est terrible. Je rappelle que vous êtes le maire de Salbris. Ouais. La langue de bois. Mais pas du tout. La langue de bois. Pas du tout. Vous savez comment fonctionne un parti. Il y a un comité stratégique qui fixe une ligne. Oui. Donc une ligne, il n'y en a qu'une. Et vous savez bien qu'il y a 3 lignes, puisque tout le monde n'est pas... Et ce n'est pas des tendances. Il y en a une qui a gagné. Il y en a, Donc il y a une ligne en a maintenant qui qui est veulent partir avec Emmanuel Macron, et il y en a qui veulent concourir tout seul, et il y en a qui hésitent. Donc, il faut peut-être la clarification. Mais comme tous les jours, on dit la même chose. Je salue Nathan Dever qui entre à l'instant. Mais c'est vrai que vous êtes divisé. Alors, je veux bien qu'on écoute Christian Jacob qui dit pas de double appartenance. Mais évidemment que cette clarification, elle est nécessaire. Alors, je ne sais pas d'ailleurs de quel camp vous êtes. Mais écoutez d'abord ce qu'a dit Christian Jacob. Il l'a dit il y a 2-3 jours. Et on l'a souvent écouté. Il n'y a pas de double appartenance. Il n'y a pas de double appartenance. C'est-à-dire qu'on est les Républicains. On ne peut pas être les Républicains et majorité présidentielle. On ne peut pas être les Républicains et Reconquête. On ne peut pas être les Républicains et Horizon. On est les Républicains, un groupe indépendant. La double appartenance n'existe pas. Bon, quel est votre... Alors, vous êtes sur quelle ligne? Qu'est-ce qui ne vous semble pas clair là-dedans? Je suis sur la seule ligne. Que Christian Jacob soit clair, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais c'est une réalité. Par exemple, Nicolas Sarkozy, par exemple, n'est pas sur cette ligne. Oui, Nicolas Sarkozy, Franck Louvrier, je veux bien rappeler le communiqué. Sarkozy et les LR sont plus forcément alignés. Non, là, il y a une position qui est quand même très très claire d'indépendance complète vis-à-vis du macronisme. Mais quand Nicolas Sarkozy, figure tutélaire, qui a fondé les Républicains... Figure tutélaire qui est arrivé 3e à la primaire en 2017 quand même. Ah oui, à vous balancer sur Nicolas Sarkozy. Vous vous en souvenez, non? Ah oui, non, mais c'est bien ça. C'est bien. Une nouvelle époque s'annonce, elle nécessitera des changements profonds, il faudra sortir des habitudes et des réflexes partisans. Ça, c'est ce qu'a dit Nicolas Sarkozy dans son communiqué l'autre jour. Lorsqu'il ajoute la fidélité aux valeurs de la droite républicaine et à notre culture de gouvernement, doit nous conduire à répondre à l'appel au rassemblement d'Emmanuel Macron en vue de l'élection présidentielle. Il dit quelque chose qui est partagé par des gens de chez vous. C'est pas grave d'ailleurs de dire ça. Il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a des gens, c'est ce qu'a dit Franck Louvrier. Franck Louvrier, il dit je veux pas rester sur le banc de touche. Ah oui, mais voilà. Et il veut travailler, c'est tout. Après, c'est deux options différentes. Il y a plusieurs choses là-dessus. D'abord, c'est la parole d'un ancien président de la République qui n'engage que lui, qui n'est pas président de notre mouvement. Première chose. Deuxième chose. Vous êtes sur quelle ligne? Il est quand même désaligné avec les sympathisants et les militants des Républicains depuis la primaire de 2017. Et troisième chose, enfin, je pense qu'il y a, du point de vue d'un certain nombre de cadres des Républicains, une envie de revenir au gouvernement. Parce que moi, depuis que je suis né, la droite a toujours été au gouvernement, que ce soit sous Chirac, sous Sarkozy. Ça fait 10 ans qu'ils n'y sont plus. Donc je comprends la lassitude d'un certain nombre de cadres
qui ont envie de revenir en responsabilité. Mais à ce moment-là, chacun a le droit de ses opinions, mais il y a un parti pour ça s'appelle La République En Marche, et pas les Républicains, qui est un parti d'opposition. Donc, effectivement, votre ligne est claire. C'est la ligne de Laurent Wauquiez, de Julien Aubert, de Bellamy, de Retailleau, de David Ciotti. Lisnard. Mais moi, je pense que vous auriez intérêt à vous retrouver entre vous et à créer un grand parti libéral et conservateur. Parce qu'il y a de l'espace pour ce grand parti libéral et conservateur. Je ne sais pas comment il faut l'appeler. Je ne sais pas s'il faut l'appeler les Républicains ou changer de nom. Mais il y a de l'espace. C'est la ligne Fillon. Libéral et conservateur. Absolument. Et ça, cet espace-là n'est pas occupé. Si on avait été plus clair, on l'avait mieux occupé, il n'y aurait pas eu reconquête et ni le vote utile. Je suis content de vous l'entendre dire. Ça fait juste 15 ans que les gens, ou 10 ans que les gens de droite vous disent cela. Parce que effectivement, moi, ça fait 2 ans que je suis en politique, Pascal. Ah oui, voilà. Et justement, je pense qu'il y a toute une génération de jeunes républicains qui sont tout à fait dans cette. Eh bien, trouver un nom. Alors, est-ce qu'il faut rester pour les Républicains? Est-ce qu'il faut changer de nom? Est-ce qu'il faut changer de mouvement, changer de parti? Mais tous les gens que vous avez cités, Morano, Ciotti, Lisnard, Wauquiez, manifestement, Olivier Avril, Marleix, etc. Gilles Platré et tant d'autres. Exactement. Bon. Pas grand-chose à dire des Républicains. En revanche, comme vous êtes le maire d'une ville, ce qui m'intéressait, c'est ce qui se passe dans les villes aujourd'hui et ce problème de sécurité. On a 2 sujets à vous montrer. Ce qui s'est passé, par exemple, dans le quartier du Clos-Taureau à Nantes, où une fusillade a éclaté ce mercredi vers 16h30. Mais en fait, tu as l'impression que c'est tous les jours qu'il se passe des choses dans les quartiers, tous les jours, avec tirs de mortier, etc. Et que là encore, la réponse n'est pas toujours au rendez-vous. Et je voulais votre avis de maire là-dessus. On va voir le sujet de Michael Chailloux. 2 soirs de suite, les coups de feu ont retenti dans le quartier. Un individu est même aperçu avec un fusil mitrailleur s'enfuyant vers la ligne de tramway. T'as pas entendu 4 tirs? C'est des petits règlements de compte entre quartiers, moi. Et pourtant, il y a des trucs de jalousie ou il y a quelqu'un qui vient d'un autre quartier qui a fait une embrouille. Qui avait une embrouille là-bas et puis qui savent qu'il est ici, puis ils viennent, tu vois, enfin, je pense que c'est ça. Des tirs ont eu lieu également en plein jour, au pied des immeubles du Clos-Taureau, à l'entrée de la ville de Nantes. La police patrouille régulièrement au cours d'opérations de sécurisation de quartiers. Les CRS se garent même devant le point de deal, mais rien n'y fait. Il y a 42 ans que je suis là, donc ça s'est dégradé, quoi. Parce que nous, on a eu nos enfants qui ont grandi ici. Bon, on voyait d'autres jeunes, quand ils faisaient une bêtise, on leur disait « mais non, ça ne se fait pas ». Ils nous écoutaient, il y avait un respect. Maintenant, c'est fini, il n'y a plus de respect. Ils ne nous écoutent plus, ils nous envoient promener. Voilà, ils nous envoient promener, ils s'en foutent complètement. Des rivalités entre bandes de quartier sur fond de trafic de drogue seraient à l'origine des tirs nocturnes. Des coups de feu qui ont fait 2 blessés. Alexandre Avril est avec nous ce matin, vous êtes maire républicain de Salbris. Le policier qui a tiré sur une voiture dimanche au Pont-Neuf, c'est une affaire de deal. C'est une affaire de deal. Des affaires de deal en France, il y en a des milliers. C'est la mère de toutes les batailles, avait dit Gérald Darmanin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que j'ai l'impression que dans 10 ans, on aura les mêmes conversations. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas de mesures sans doute radicales. Absolument. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Là, il y a eu une élection présidentielle où il y avait des propositions sur la table. Dans l'affaire du Pont-Neuf que vous citez à l'instant, on parle de plateforme commune de la droite. Je vous rappelle que Marine Le Pen, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan et Valérie Pécresse avaient dans leur programme l'inscription de la présomption de légitime défense pour les policiers, qui est une bonne mesure parce que ça permettrait de renverser la charge. On en parlera tout à l'heure du Pont-Neuf. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la drogue. Qu'est-ce qu'on fait? Pour l'instant, rien n'est fait. Moi, je sais que... Non, mais qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et Georges Fenech, vous m'avez interrogé en tant que maire. Les maires cette sont les premiers à pense. savoir dans leur ville ce qui se passe. Moi, je sais, j'ai une petite ville de 5000 habitants, je sais très bien qu'il y a un peu de trafic de drogue, je sais où sont les points. Ça, ce sont des choses qui sont à la connaissance des élus locaux. Mais derrière, quelle est la réponse ville de 5000 habitants, comme la vôtre, qui est une ville... Oui, moi, je suis sur l'autoroute, donc ce sont des points de passage. Vous êtes sur l'autoroute? On est à 2 heures de Paris, donc ce sont des points de passage. Il y en a partout, en fait. C'est la France. Ça émaille sur tout le territoire. Donc c'est à l'État vraiment de donner des réponses. Et que se passe-t-il, à part les incantations de M. Darmanin? Vous allez me dire, peut-être que vous en savez plus. Moi, la lutte contre la drogue, c'est pas un phénomène nouveau. Par contre, il a pris une ampleur considérable et il est à la source de toutes sortes de délinquances. Nous sommes d'accord. Le constat, il est fait. Merci. Maintenant, est-ce qu'on passe à la vitesse supérieure ou pas? C'est toute la question qui se pose. Pour passer à la vitesse supérieure,
il y a déjà plusieurs angles d'attaque. Notamment, il faut s'attaquer à l'importation des produits stupéfiants. Véritablement avoir des accords bilatéraux avec le Maroc et d'autres pays pour empêcher la drogue d'arriver chez nous, premièrement. Et deuxièmement, il faut, sur le plan intérieur, qu'on se dote des vrais moyens. Moi, je milite depuis un certain temps pour qu'il y ait, sur le modèle du parquet national financier, qu'il y ait un parquet national anti-drogue qui Non, mais j'entends ce que vous dites, mais est-ce que vous pourriez dire, par exemple, qu'il faut dissuader et les consommateurs et les vendeurs, et que si on commence à dissuader les consommateurs et les vendeurs, c'est en les sanctionnant fortement et les uns et les autres. Les consommateurs, ce sont des gens qui relèvent de soins. Je parle des addicts, ceux qui sont véritablement intoxiqués. Ils relèvent d'une politique de soins. Or, la politique de soins, elle n'existe pas vraiment dans notre pays. On manque de moyens. Il faut donc retirer ces consommateurs, effectivement, de leur addiction. Il faut taper le portefeuille. Parce qu'elle a raison, parce que c'est toute une économie parallèle. Je découvre des jeunes gens, parce que je suis d'une autre génération, qui fument dans des proportions du cannabis, comme évidemment, il y a 30 ans dans ma génération, les jeunes ne fumaient pas. C'est phénoménal ce qui se passe dans ce pays, peut-être que de Laurent ce point de va vue. nous dire qu'il faut dépénaliser de ce point de vue. Ou légaliser. De ce point de vue. Donc il y a deux solutions. Ou tu dis, c'est pas grave. Ou tu dis, c'est pas grave. Tout le monde fume le cannabis. C'est un renoncement. Ou tu commences à rentrer dans la moulure de ceux qui fument, déjà. Et effectivement, ça peut être dissuasif. C'est-à-dire que vous fumez, attention, vous êtes Si vous êtes tolérant avec le cannabis, il restera la cocaïne, l'héroïne, les drogues dures. J'entends bien. Ouais. Ou alors tu dis, bon, bah, d'accord, à ce moment-là, t'en parles plus. Tu dis, bah, très bien. Ou c'est toujours pareil, en fait. Ou tu te donnes les moyens de combattre cette drogue, ou tu fais ce que vous avez dit, les accords bilatéraux, le Maroc, tout ça. Tout ça, c'est rien du tout pour moi. C'est pas rien du tout. Mais parce que ça marche pas. Voilà, ça marche pas. Mais ça fait 50 ans que j'entends ça. Pardonnez-moi de vous le dire, je vous l'ai dit. La drogue, vous voulez qu'on l'arrête en France ou qu'on l'arrête en 24 heures? Les États-Unis l'ont fait. Les États-Unis l'ont fait. Ceux qui vendent, vous les mettez. Les États-Unis sont allés en Colombie pour dissuader les paysans de produire de la marijuana et de produire d'autres agricultures. Ils l'ont fait. 9h45, hélas. Bah, pas hélas d'ailleurs. Heureusement. Audrey Berthe. La consommation des ménages a nettement baissé au mois de mars de 1,3% exactement. C'est ce que rapporte l'INSEE ce matin. Le recul des consommations alimentaires et d'énergie provoque en partie cette baisse de la consommation. Emmanuel Macron s'est rendu auprès de soldats blessés hier après-midi. C'était à l'hôpital militaire Percy à Clamart dans les Hauts-de-Seine. Pour l'un de ses premiers déplacements depuis sa réélection, son entourage a exprimé que c'était important pour lui d'aller voir les soldats. Il était accompagné également par son épouse Brigitte Macron. Enfin, la CIA aurait sauvé Volodymyr Zelensky. Selon nos confrères américains de la NBC, une alerte de la CIA aurait permis d'éviter l'assassinat du président ukrainien. Volodymyr Zelensky a été la cible de plusieurs tentatives d'assassinat depuis le début de l'invasion russe. Je disais évidemment de manière un peu légère, la drogue, tu l'arrêtes en 24 heures. Oui, si tu prends des mesures absolument radicales, tu peux l'arrêter en très peu de temps. Oui, il faut, me semble-t-il, commencer par voir l'excellente série documentaire faite par la comédienne Marie Saint-Filtre, publiée hier soir, sur la drogue dans certains quartiers, notamment les quartiers nord de Marseille, où elle s'est infiltrée, je crois, en caméra cachée dans ces quartiers-là, avec des dealers, etc. Elle montre deux choses. Premièrement, c'est que les dealers n'ont pas peur de la prison, en tout cas ceux avec qui elle discute, parce qu'ils disent tout simplement « j'ai mis 400 ou 500 000 euros de côté grâce au deal, bon, je fais 5 ans de prison, ou même 300 000 euros, bon, ce n'est pas grave, je l'ai fait, ça valait la peine. » Donc, premièrement, voilà. Deuxième chose qu'elle montre, et c'est ça qui était très intéressant dans sa série, c'était qu'elle met vraiment en perspective les consommateurs, qui sont sociologiquement très divers, mais notamment des gens des beaux quartiers, etc., et qui ont un rapport un peu égoïste à tout cela. C'est-à-dire qu'ils ne se soucient pas du fait qu'ils donnent de l'argent à un réseau qui va faire couler du sang, qui va tuer des gens, qui exploite des jeunes qui vivent dans des quartiers populaires et dans des quartiers difficiles et qui n'ont pas d'autres perspectives. Et donc, en effet, c'est très facile, me semble-t-il, de toujours axer la problématique sur les dealers, sur les guetteurs, sur les gens qui vont aller en prison, qui vont se faire tuer, qui vont prendre des risques, et de pas un moment critiquer l'irresponsabilité, l'inconscience et l'égoïsme du coup. Ce qui est étonnant, c'est que dans cette société très morale, avec des gens qui donnent des leçons de morale en permanence, on nous a donné des leçons de morale sur le vaccin. Vous faites vous-même souvent.
moraliste en chef, vous savez bien. Ah oui. L'histoire du vaccin, par exemple. moral. On nous donnait des leçons de morale qu'il fallait se faire vacciner pour protéger les autres. Bon. Les consommateurs de drogue, il va quand même falloir en parler un jour. Pour les raisons que... mais bien sûr. Mais oui, mais je suis entièrement d'accord. Mais oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Ça vous la coupe. Ah ben non, ça ne me la coupe pas, comme vous dites. Moi, je sais. Mais qu'est-ce qu'on fait? Moi, je considère que les gens effectivement, il y a beaucoup de Très gens, intelligent, ce qu'a dit Nathan Devers. il y a beaucoup de gens qui vont dans les rayons des supermarchés pour trouver la traçabilité des produits, n'est-ce pas, qui regardent si ça vient bien de méthodes agricoles acceptables ou si ça n'a pas été fait par des gens exploités, etc., etc. Et alors sur le hashish ou sur le cannabis, voilà, ça disparaît. On se soucie pas du tout de savoir comment ça vient, de qui le fait, etc. On s'en fout. Et on dit, bah, moi je suis libre, donc je consomme. Et ça vient d'où? C'est ce que dit Nathan. Ça vient de la torture, ça vient du règlement de compte, ça vient des exécutions sommaires, ça vient des balles perdues qui vont tuer des gamins qui n'ont rien à voir avec le trafic de drogue, etc., etc. Ça coûte une fortune en moyens policiers et ça met en coupe réglée des quartiers entiers. Mais alors les consommateurs disent, c'est pas grave. Exactement. Et donc alors Donc je trouve qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'on fait? Alors ensuite, bravo. Sur le qu'est-ce qu'on fait, Oui. il n'y a que deux solutions. Ou bien on renforce considérablement les moyens de lutte contre les trafiquants, petits et grands, si possible d'abord les grands, parce que c'est quand même eux qui organisent tout, ou on étudie sans préjugés et sans idéologie l'expérience des pays qui ont légalisé le cannabis. Oui, mais ça vous fait rire. Oui, non, mais parce que ça ne réglera pas. Mais c'est vrai que dans ces pays, ça a échoué. Le Canada est composé d'imbéciles. Les 5 États américains qui l'ont fait, ce sont des crétins. Non, je veux dire, ça a échoué. C'est des petits qui ont échoué. Vous avez regardé le résultat? Personne de crétin, je dis que ça a échoué. En Suisse, ça a échoué. Donc on aura les mêmes discussions l'année prochaine. Oui, mais parce que la question va se reposer. Il faut traiter le problème sur le plan spécial. Avec le système actuel, on a un appareil répressif qui est déjà assez considérable. Il y a beaucoup de policiers. Non, les consommateurs, on les laisse tranquilles. Oui, non, mais pour lutter contre les trafiquants. Non, mais les trafiquants, les consommateurs, on les laisse tranquilles. Or, on est, en matière de consommation, le premier pays d'Europe. C'est interdit. Les policiers courent après les dealers, etc. Et on est le premier pays consommateur d'Europe. C'est quand même. Il y a une procédure ça devrait vous faire réfléchir. Mais c'est il y a une procédure on est le premier consommateur. On l'applique pas. L'injonction de soins, ça existe. Moi, je l'ai pratiqué. J'étais spécialisé dans ces domaines-là à l'époque. L'injonction de soins, contrôle judiciaire, injonction de soins. On évite l'incarcération, on évite tout ça, ça sert à rien pour les consommateurs dealers. Et injonction de soins, sauf qu'on n'a pas les moyens, effectivement. Bon, surtout, on n'a pas les places d'hôpitaux, Il faut les ruiner parce que le trafic de drogue, avant d'être un vice ou avant d'être un crime, c'est d'abord une économie. Autre chose que je voulais vous proposer au maire que vous êtes, c'est des tirs de mortier dans les quartiers de la Goutte d'Or à Paris. C'était ces sujets-là et ces sujets sur la sécurité. Et c'est pourquoi il y a de l'espace, me semble-t-il, puisque c'est souvent un angle mort, disons-le, chez Emmanuel Macron, ces sujets de sécurité, d'immigration, et que le grand parti de droite que vous imaginez, libéral et conservateur, a peut-être des solutions différentes à mettre en place. Mais voyez ce qui s'est passé dans le nord de Paris, le nombre d'incidents qui impliquent des tirs de mortier d'artifice continue d'augmenter. Alors évidemment, il n'y a pas des tirs de mortier dans les beaux quartiers. Donc c'est à la Goutte d'Or, c'est toujours pareil. Tous ces arrondissements sont délaissés. Les gens, je veux dire, c'est la double peine. Les gens qui vivent là-dedans, parce que personne ne veut maintenant plus y aller. Donc misère, immigration, insécurité, tout ça. Je me souviens plus qui a dissous la police de proximité. Ça m'échappe. J'ai oublié. Je peux dire sur ce plateau. Ce n'est pas. Ce n'est pas le sujet. Si, c'est le sujet. Mais non, c'est pas le sujet. C'est quoi la police? C'est une police de quartier qui va dans les quartiers. En tout cas, vous voyez le sujet de la Goutte d'Or, parce que il y a 10 ans de cela. Voilà. Oui, c'était il y a 10 ans, mais ça n'a pas été rétabli depuis. Voyez le sujet sur la Goutte d'Or, parce que c'était intéressant de le voir. Ce véhicule de police est obligé de reculer face aux tirs de mortier d'artifice. Dans la nuit de lundi à mardi, dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris, des affrontements ont opposé une bande de jeunes aux forces de l'ordre. On a entendu un bruit, les gens qui criaient. On voyait que les gens, ils étaient en train de courir et de crier. Moi, j'ai vu les couleurs, plein de couleurs de feu. Et ça fait peur, bien sûr que ça fait peur. Les fusées, tirées dans toutes les directions, viennent même ricocher sur les fenêtres des appartements.
Dans le quartier, ce genre de scène se multiplie selon les habitants. Les groupes de trafiquants sont de plus en plus nombreux et créent un sentiment d'insécurité pour les riverains. Je travaille, je rentre le soir, et j'ai peur, je me retourne, je suis tout le temps en train de me retourner pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un derrière. Ils sont agressifs avec vous, si vous leur donnez pas d'argent, ils n'ont pas peur, ils sont là, ça y est, j'ai l'impression qu'ils ont pris le pouvoir. Lundi soir, aucun blessé n'était à déplorer. 3 jeunes identifiés par les caméras de vidéosurveillance ont été interpellés et placés en garde à vue. Monsieur Avril, quel pays quand même? Eh oui, la France du 21e siècle, où on a des affrontements comme ça, quasi militaires, dans la rue. Alors, c'est la goutte d'or, mais en fait, ça concerne toutes les villes de France. On voit que ce type de violence-là, cet ensauvagement, il arrive jusqu'à nous. Il y a peu de temps, il y a eu un commissariat qui a été attaqué de cette manière à Blois, dans mon département. Blois, qui n'est pas une ville, qui est une ville royale, qui est une ville historique, qui est une ville provinciale, qui subit les mêmes choses. Alors, c'est intéressant ce que dit cette dame. Ils ont pris le contrôle, ils ont pris le pouvoir, un contrôle territorial. Et il faut absolument que l'État, que la République, que la France reprennent le contrôle de ces territoires. Et là-dessus, qu'a fait Emmanuel Macron? Est-ce qu'on va mieux depuis 5 ans? La réponse pénale, je vous assure. Parce que les policiers font leur travail. Mais vous avez raison. Font leur travail. Là aussi, c'est comme le sujet sur la drogue, c'est les mêmes sujets. Ils ne sont pas dissuadés par des sanctions suffisamment fortes pour les mettre hors d'état de nuire. Le problème, c'est l'absence de réponse pénale à la hauteur de ce qui est... Plus exactement, il y a deux réponses. Il y a une première réponse immédiate, réponse pénale pour arrêter ça, et puis il y a une réponse sur l'éducation, bien sûr, peut-être à revoir, à changer le mode d'urbanisation, à changer l'éducation de tout ça. De la ville, bien évidemment, c'est les deux. Mais il y en a une. Il y en a une qui est défaillante. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'on ne nous entend plus. Bon. Faut qu'on parte en pub. J'avais compris, on ne t'entend plus. Bon. Non, on va partir en pub tout de suite. Je parle à mon oreille. Bon. Donc, prévention et répression, c'est deux pieds. Exactement. Mais il y en a une, c'est 10 ans ou 15 ans pour travailler. Et il y en a une autre. Et peut-être c'est la première aussi est défaillante. Les deux sont défaillants. Il faut que Laurent Geoffrin arrête avec ses vieilles lunes de police de quartier. Le sujet, il est régalien de rétablir la sécurité et non pas la négocier. D'ailleurs, c'est pour que la police municipale non armée à Paris, c'est pour que la police municipale non armée à Paris ne peuvent pas intervenir. Je viens débattre avec lui quand il le veut. Me dit je vais vous dire à la fin, j'ai vécu l'abandon de la gauche, la lâcheté de la gauche face à toutes ces dérives. Dites-moi si Laurent Geoffrin accepterait de débattre avec moi. Rachida Dati. Je la connais bien. Oui, mais répondez, puisque elle vous invite. Elle dit une chose inexacte. Et c'est pas le problème. Est-ce que vous acceptez de débattre avec elle? Bien sûr. Oui, eh bien, Rachida Dati, vous êtes là la semaine prochaine ou vous êtes en vacances? Mais non, je suis pas là. Ah oui, vous défilez déjà. Bon. Et vous revenez quand? Vous revenez quand? Je vous l'ai dit avant. Vous revenez quand? Dans 15 jours. Dans 15 jours. Rachida Dati dans 15 jours. Rachida Dati contre Laurent Geoffrin sur ce plateau. Là, en direct. Ça se fait en direct. Merci, monsieur Avril. C'était un plaisir. Restez encore quelques secondes avec nous, parce que monsieur Casadesus rentrera tout à l'heure. La famille Casadesus, Frédéric Casadesus, qui est journaliste, qui a écrit cela. Mais restez encore quelques secondes avec nous. À tout de suite. On va continuer de parler politique, mais Audrey Berthaud, il est 10h. L'activité économique française a stagné au premier trimestre avec une croissance nulle de 0% du fait d'un recul de la consommation des ménages sur fond d'inflation et de guerre en Ukraine. Puis mardi, Washington a réuni en Allemagne 40 pays pour accélérer les livraisons d'équipements militaires à l'Ukraine, qu'ils soient défensifs, casques, gilets pare-balles ou offensifs. Les États-Unis se disent prêts à remuer ciel et terre pour faire gagner l'Ukraine contre la Russie. Enfin, des tirs d'armes à feu dans le quartier du Clos-Taureau à Nantes. Les habitants de ce quartier ont vécu 2 nuits de suite des règlements de compte entre jeunes. Pour le moment, la police dispose de peu de pistes. Dans les infos politiques du jour, on pensait que c'était le dernier conseil des ministres hier. Pas du tout. Semaine prochaine. Emmanuel Macron, qui est le maître des horloges, il adore ça, en fait. Jusqu'au bout. Il adore ça. Tout le monde attend le Premier ministre. Et lui, il laisse faire. Les oppositions se déchirent et il attend tranquillement. Il cherche son Premier ministre. Et je ne sais pas si vous avez une
d'être Premier ministre d'ailleurs. Celui qui correspond peut-être le mieux au profil, ce serait Jean-Louis Borloo aujourd'hui. C'est un homme libéral, un homme de gauche, un homme un homme social, un homme écolo. On sort à chaque fois, hein, Jean-Louis Borloo. Oui. Non, mais c'est le profil. Ça sera peut-être pas lui parce qu'entre les deux, ça ne fonctionne peut-être pas. Mais le profil, il a écrit. À moi, je sais pas. Non, bon, vous n'avez pas. Vous avez personne à nous donner. Il a donné le profil social, justement, écologique, c'est pour ça et productif. Oui, productif, j'avais pensé. Il y a un dernier critère, c'est qu'il veut vraiment, à mon avis, quelqu'un qui ne lui fera pas d'ombre. Oui. Il a été maître de cela. Il faut quand même le dire, en 5 ans, il a réussi avec une habileté incroyable. Le nom d'Elisabeth Borne, qui... Édouard Philippe, il lui a fait pas tellement d'ombre qu'il va monter un parti. Donc je ne sais pas si votre exemple est bon, puisqu'il a fait, entre guillemets, Édouard Philippe. Mais par rapport au quinquennat de François Hollande, c'est incomparable. Où les ministres... Jean-Marc Ayrault ne faisait pas tellement d'ombre si vous me permettez, Emmanuel Macron, à la fin, lui-même, a dû vivre en position de ministre, ce qu'était... J'imagine qu'il doit avoir un seuil de tolérance qui doit être très bas sur cette question des égaux. Mais bon. Et puis surtout, Macron a annoncé qu'il avait qu'un regret, c'est de ne pas être assez vite et assez loin. Donc, quand il parle de vous ça, n'avez pas de nom à nous dire. A priori, on le dit tous les jours. On se trompe tout le beaucoup vont partir. On sera surpris, mais la surprise sera sans intérêt. Bon, un mot sur le Rassemblement national qui a lancé sa campagne. Écoutez Jordan Bardella. Le téléphone chauffe beaucoup en ce moment, y compris de gens qui sont partis du Rassemblement national et qui nous implorent de revenir aujourd'hui. Si vous voulez, il ne s'agit pas de faire des cadeaux à des gens qui nous ont quittés, qui ont été très sévères à notre égard, qui ont expliqué qu'on était nuls, qu'on n'était pas assez brutal, qu'on parlait trop de pouvoir d'achat, pas assez d'immigration, et qui nous implorent aujourd'hui de les aider à se faire élire. En revanche, il y a des gens qui ont pu s'approcher de Reconquête, y compris localement, et qui font le chemin inverse. Je ne vous donne pas de nom aujourd'hui, mais on aura l'occasion de vous en présenter quelques-uns dans les prochains jours. Donc ils font le chemin qu'ont fait beaucoup d'électeurs, d'ailleurs, qui ont pu être tentés par Éric Zemmour et qui s'aperçoivent que c'est une voie sans issue. Bon, il n'y aura pas d'accord, manifestement. Il y a une haine recuite. Il y a des haines recuites. Le deuxième tour, mais pas le premier tour. Oui, mais il y a des haines recuites, manifestement. Évidemment, quand Zemmour a dit des intérêts financiers, il faut s'en débarrasser, ça laisse des traces. Non, mais il y a surtout des intérêts financiers, puisque Reconquête et le Rassemblement national ont intérêt à avoir des candidats partout au premier tour pour assurer leur financement. Chaque voix rapporte 1 euro. Donc. Ah oui, chaque voix rapporte 1 euro. 1,42 €. Absolument. Donc et le financement du parti sur les 5 prochaines années, il est appuyé sur ce scrutin-là. Ah oui. Aucun intérêt. Donc ça, effectivement. C'est ce qui va tuer le Parti socialiste, du reste. Oui, il n'a pas besoin de ça, le Parti socialiste. Je vous assure, je pense qu'il est déjà mort et quasiment enterré. Mais puisque vous en parlez, justement, aujourd'hui, le PS a souscrit, PS qui est prêt à tout, manifestement, a souscrit à une sorte d'accord avec la France insoumise, ce qui est terrible, d'une certaine manière. Je peux préciser les choses. Oui. Qu'il y ait des discussions entre les partis de gauche pour essayer de limiter la casse, ça me paraît logique. La question est de savoir à quelles conditions. Et ce qui est contestable, en l'occurrence, alors il faut regarder le contenu de l'accord, mais c'est que ça consiste à souscrire à des orientations programmatiques ou politiques qui ne sont pas du tout celles du Parti socialiste, notamment sur l'Europe ou sur la retraite à 60 ans. Le PS n'a jamais fait campagne pour la retraite à 60 ans, enfin récemment en tout cas. Ils étaient bien d'accord pour que ça soit 62 ans, ça a été répété 15 fois sur tous les tons. D'un coup, pof, il passe à 60. Et surtout dans la forme, est-ce qu'il s'agit vraiment, pour les socialistes, de faire campagne avec une affiche où il y a marqué « Mélenchon Premier ministre » ? S'ils font ça, ils sont fous. Ça veut dire qu'ils passent sous la table. On va avoir une scission du Parti socialiste. Il y a ceux qui acceptent la scission est une chose. Je pourrais dire, et puis ceux qui veulent rester socialistes. Il faut vérifier le contenu de l'accord, parce que ça se trouve... vous l'avez dit, la retraite 60 ans, oui, alors, l'Europe... J'ai pas vu le texte encore. Mais c'est vrai que le problème de la scission, c'est que, comme vous l'avez dit, ceux qui font scission n'ont plus de moyens. Je voudrais qu'on écoute Alexis Corbière, qui était sur Europe ce matin avec Dimitri Pavlenko et qui a parlé de cet accord. Le Parti socialiste a répondu aux points qui, pour nous, étaient importants pour engager une discussion politique. Nous, on veut pas des choses... Les points de programme. On parle programme, là. On parle idée. On parle projet pour le pays. On parle comment
on change la vie concrètement pour les gens qui nous parlent. On parlera circonscription la après. Cuisine, la tambouille, Ouais. je dirais, c'est ça qui sature tout le monde. Évidemment, tout ça aura des conséquences parce qu'il s'agit à partir de créer une dynamique politique dans laquelle chacune des forces est respectée, se retrouve. Et nous prenons l'engagement, évidemment, nous l'avons dit, que chaque force aura un groupe parlementaire. Bon, puisqu'il parle de tambouille, ça tombe bien, puisque Jean-Luc Mélenchon veut envoyer son gendre, rien de mieux. Gabriel Amar, dans la 6e circonscription, celle de Villeurbanne, pour les législatives. Ils ne sont pas du tout contents, évidemment, à Villeurbanne, d'autant que son gendre, c'est plutôt un loser. Il perd à chaque fois. Il a été candidat malheureux aux dernières législatives dans le Jura, puis au municipal de 2020 à Villeneuve-d'Ascq, dans le Nord. Et c'est le compagnon de Marilyn Mélenchon. Mais bon, ça, c'est une petite affaire en famille, évidemment. On donne des leçons de morale. Mais très élégant, je trouve. Qui est pas très élégant? Vous, parce que vous dites, ouais, c'est ridicule. Quand vous me parlez du népotisme de la famille Le Pen, je parle du népotisme de Jean-Luc Mélenchon, et vous me dites que je suis pas élégant. Moi, je vais C'est pas parler pourquoi? Je vais pas parler de népotisme. Toujours c'est très étrange quand même d'envoyer son gendre. Peut-être qu'il a beaucoup de qualités. Il fait que, sûrement, mais ils en veulent pas. Oui, les socialistes n'en veulent pas, ça c'est sûr. Non, mais ils en veulent pas. Il y a eu d'autres dynasties politiques et des grandes. Hein. Donc voilà, donc ça, vous avez entendu ce qu'a dit Alexis Corbière. Et puis effectivement, tu as Abou Haf qui a été condamné, comme vous le savez, pour avoir insulté d'arabe de service la policière Linda Kebab. Mais aussi Condamné, pas définitif, hein, précisons-le. Il a fait appel. D'accord. Vous avez raison de le préciser. Mais qui est connu pour ses tweets pour le moins controversés, tu as Abou Haf. Il pourrait être candidat de la France insoumise aux législatives en juin prochain. Alors, Alexis Corbière a commenté également cette possible information. Monsieur Bouaf n'est pas raciste. Voilà, je vous le dis 3 fois. Donc c'est métaphorique, la petite hyène, c'est ça? C'est quoi? Vous me traitez de petite hyène? Non, je dis les petites hyènes notamment qui mènent campagne sur les réseaux sociaux. Pas vous, monsieur. Pas vous. Mais je tiens à vous dire... On m'a non, mis mais... dans l'eau. Non, attendez, écoutez-moi. Non, mais je veux être me clair. permettrai pas de vous parler comme ça. J'ai bien compris. Mais moi, je veux être franc avec vous. Ce n'est pas à vous que je parle. Je dis que Taha Bouaf est victime aussi d'attaques, d'insultes, de menaces morts en permanence sur les réseaux. Ce que je vous dis, cher monsieur, avec tout le respect que je vous dois, c'est ne soyez pas le relais de cela. Et j'espère... Je vous présente à vous des excuses. Je vous mets ça. Écoutez-moi, Dimitri, je vous présente à vous des excuses parce que ce n'est pas vous que je vise. Mais je dis que Taha Bouaf est depuis 3 ans victime de campagnes absurdes. Et derrière lui, c'est un profil politique que l'on vise toujours. Bon, je vous rappelle que Taha Bouaf, c'est le jeune homme qui avait écrit « Les CRS épongent le sang des étudiants à l'intérieur de la fac pour ne laisser aucune trace ». Quand même ce qu'il avait écrit. Il a écrit « Les pouilleux de Charlie Hebdo n'existent qu'à travers notre indignation ». Il a parlé de pute blanche ou de petit four au sujet d'un dîner du CRIF. C'est Taha Bouaf, ça, hein, quand même. C'est pas des campagnes. Moi, je suis factuel, hein, je dis ça. Comment dire, et il a été condamné en 2020 à payer 1 500 € d'amende à Linda Kebab, qu'il a traité d'arabe de service. Et c'est un candidat possible de la France insoumise. Et donc de l'alliance avec le Parti socialiste. Voilà. Et d'alliance avec le Parti socialiste. Je trouve que ce pays est absolument formidable. Hein. Et vous avez Alexis Corbière qui dit « Ah oui, il est victime, effectivement, d'attaques qui ne sont pas convenables. » Mais enfin, on est où, quand même, dans ce pays? Mais adressez-vous à la France insoumise. Mais qui vienne, monsieur Corbière, je lui dirais, mais comment tu peux tolérer ça? En fait, comment tu peux tolérer ça aujourd'hui? C'est ce que je viens de lire là. Les CRS épongent le sang des étudiants à l'intérieur de la fac pour ne laisser aucune trace. Les pouilleux de Charlie Hebdo n'existent qu'à travers notre indignation. C'est là, aux législatives, qu'on va voir le vrai visage tu devrais de l'Union être, quand je dis populaire. discrédité, mais pour moins que cela, d'autres l'ont été de la vie politique quand même. Enfin, vous êtes d'accord? Bien sûr. Mais je sais que vous êtes d'accord. À partir du moment où il n'est pas inéligible, il a le droit de se présenter. C'est leur problème. Et bien sûr, il a le droit de dire qui il est. Et le PS va s'allier avec ces gens-là. Et les électeurs ont le droit de choisir. C'est pour ça que c'est que le début, si je puis me permettre, parce que c'est que le début, parce qu'aux législatives, on va avoir ça partout dans toutes les circonscriptions. À la présidentielle, il y avait la figure tutélaire de Jean-Luc Mélenchon, un laïcard, républicain, qui arrivait à peu près à conserver de l'harmonie là-dedans. Mais là, on va voir le vrai visage islamo-gauchiste de la France insoumise aux législatives, et ça ne marchera pas si bien. Donc le PS est définitivement mort et enterré s'il s'allie avec eux. Dernière chose. Il y a quand même une autre dimension. Je suis d'accord avec vous pour dire que le fait que le Parti socialiste, notamment sur l'Europe et notamment eu égard au positionnement géopolitique de la France insoumise, ça pose un certain nombre de problèmes. Ça, je suis d'accord. Mais ce qu'on peut quand même noter, c'est un examen de conscience du Parti socialiste sur la question sociale, là, dans le texte d'Olivier Faure. Quoi qu'on puisse dire de la décision du Parti socialiste, c'est quand même une chose qui était nécessaire depuis 5 ans de la part de ce parti. Mais il l'avait fait depuis le début. La maire de Rennes et la maire de Nantes, se vendent à la France insoumise.
Ces deux grandes villes de l'Ouest. Se vendent, c'est se vendent et elles sont au PS et n'ont pas démissionné, que je sache. Elles acceptent cela. Et le maire de Blois aussi. Maire de Rennes, maire de Nantes, deux grandes villes de l'Ouest. Vous ne pouvez pas non plus... je peux pas, il s'agit d'un accord électoral. Ils vont travailler avec Tahabouaf. Non, voilà. non, peut-être. Non, c'est parce qu'il est là, leur électorat. Vous n'avez pas compris. Peut-être. C'est un accord électoral. Ça consiste à ne pas se faire la guerre pendant les législatives. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous d'accord. Vous voyez, vous parliez des lignes politiques. J'observe que le Parti socialiste est en train de se fourvoyer. Vous parliez des Républicains. Les Républicains sont restés sur leur... Ils ne se sont vendus à personne. Merci. Et on verra le résultat des élections. La bonne surprise. Mais ça, c'est possible. À Nantes, 33%, Mélenchon au premier tour. 33% à Nantes. Il ne faut pas avoir de romantisme en politique. Le Parti socialiste est une très vieille institution, etc., qui a une légende derrière elle. Mais le fait est que la gauche, aujourd'hui, son centre de gravité n'est plus au Parti socialiste. Elle est radicale. C'est un petit parti. Tiens, écoutez ce qu'a dit Julien Drey. Il a dit ça tout à l'heure à Laurence Ferrari. Le Parti socialiste va devenir une sorte de petit PRG. C'est-à-dire un tout petit parti. Parti radical de gauche. Voilà, le parti radical de gauche. C'est-à-dire, et ça, Jean-Luc Mélenchon, il est d'une habileté totale. Je le connais très bien, j'ai travaillé avec lui pendant des années. Il a beaucoup changé par rapport à ce qu'on faisait ensemble, mais il est très malin dans le sens où il va avoir plein de petits partis, puis il jouera avec les uns, avec les autres. Donc il va leur laisser juste la tête hors de l'eau. C'est-à-dire ils auront leur quinzaine de députés, et puis un jour il sera bien avec les Verts, un jour il sera bien avec les socialistes. Mais tout ça ne tient pas debout. Mais par ailleurs, la question qui est posée, elle est plus simple encore, si vous me permettez. Je suis convaincu que Jean-Luc Mélenchon ne veut pas exercer le pouvoir. Pourquoi ? Parce que son programme est inapplicable. Donc Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il veut, c'est se rêver en leader bolivarien. Analyse de Julien Drey. On va terminer peut-être avec vous, Alexandre Avril, parce que tout à l'heure, vous vouliez parler de ce qui s'est passé au Pont-Neuf. Et effectivement, je voulais vous faire écouter le collègue d'un policier qui a été interrogé d'ailleurs par RTL. Alors, on connaît évidemment ce qui s'est passé. Le policier qui a tué dimanche 2 hommes et il est soupçonné d'avoir forcé un contrôle en tirant sur une voiture près du Pont-Neuf. Ce policier a été mis en examen pour homicide volontaire. C'est ça qui nous a surpris. Provisoire. Homicide volontaire. Des provisoires. C'est une qualification provisoire. Oui, qualification. Ça aurait pu être une autre qualification provisoire. Je ne connais pas de juge d'instruction qui mette en examen pour meurtre et qui mette un simple contrôle judiciaire. Hein. Il a été mis sous contrôle judiciaire. Quand on a la conviction qu'il s'agit d'un meurtre, employons les termes, on met sous mandat de dépôt. Eh bien, pourquoi Donc là, les juges vont procéder maintenant à des reconstitutions pour savoir si il aurait pu avoir une autre il y qualification. avait légitime défense ou pas. Mais il aurait pu avoir une autre qualification. Il y en a eu 3 qualifications, je ne sais pas si vous avez vu. Bien sûr. Il y a homicide volontaire pour le conducteur du véhicule. Il y a coup volontaire ayant entraîné la mort sans intention d'adonner pour le passager. Ça aurait pu être celle-là. Ça aurait pu être celle-là, effectivement. Mais pourquoi ? C'est d'ailleurs ce qu'avait demandé le parquet. Exactement. Donc pourquoi ? Les juges sont indépendants, les juges d'instruction. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont garder cette qualification. Oui, mais... Pourquoi ? Parce qu'ils doivent avoir des éléments qui leur permettent de penser en l'état actuel que l'acte de riposte n'était peut-être pas proportionné à la gravité de la menace qui pesait sur les On était hier avec un des raisonnement. représentants du syndicat d'Alliance qui effectivement était étonné de ça, le signe qui est envoyé. Pas d'accord, vous avez remarqué. Là, je le regrette. Moi, je regrette qu'il y ait une contestation. Il y a un syndicat qui n'a pas pris la même rhétorique, qui défend la police évidemment, mais qui n'a pas pris la même rhétorique que le syndicat Alliance. Écoutons ce policier qui est le collègue de celui qui a tiré. Mais avant, on me dit qu'il faut que je passe Audrey Berthaud à 10h15. Alors, je vous remercie. Alors malheureusement, il est 10h15 et je suis déjà en retard. Donc, Audrey Berthaud. Près de 5,4 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ce sont les données de l'ONU. Hier, la Commission européenne a versé au total 3,5 milliards d'euros aux 27 États membres pour l'accueil de ces réfugiés fuyant la guerre en Ukraine. Et puis les chars russes ont traversé le centre-ville de Moscou hier. C'était la répétition avant le défilé annuel du jour de la victoire en Russie qui aura lieu le 9 mai. Cet événement marque la victoire de la Russie contre l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, la lutte contre les nuisances sonores à Paris. Hier, c'était la journée internationale contre le bruit. À cette occasion, la police municipale parisienne a contrôlé des 2 roues dans la capitale. Il s'agissait avant toute pédagogie. Très peu de motards ont été verbalisés. Merci Audrey Berthaud. Je vous fais écouter ce policier, collègue de celui qui a tiré et qui a tué ces 2 jeunes gens. Je suis moi, mais c'est une personne que j'aime beaucoup. C'est devenu un ami. Aujourd'hui, c'est vraiment l'une des personnes sur laquelle je peux le plus compter au travail.
jusqu'avec lui, je me sens en sécurité. Malgré sa, on va dire, sa jeunesse, qui est critiquée dans les médias, c'est quand même une personne réfléchie. Quand il y a eu des attaques au couteau, ou des mecs nous menaçaient avec des armes par destination, il n'a jamais sorti son arme. Il prenait toujours son bâton. Tout ce que j'ai pu entendre sur mon collègue, comme quoi c'était un jeune de 24 ans, qu'il n'a peut-être pas maîtrisé son geste, qu'il n'a peut-être paniqué. S'il a dégainé le HK ce soir-là, je pense qu'il n'avait aucune autre solution. Donc vous n'avez plus le droit de parler à votre collègue. En revanche, j'imagine que vous discutez avec les autres policiers présents ce soir-là. Quelle est leur version? D'après ce que je sais, une voiture leur fonce dessus. Il est en sécurisation avec l'arme longue derrière. Il voit les collègues devant. Une voiture qui fonce. Dans une voiture dans le noir, si la voiture vient face à nous avec des phares, je pense qu'il n'a pas pu voir ce qui se passe à l'intérieur. Il a tiré. C'est dans le cadre de la légitime défense. Aujourd'hui, on entend qu'il aurait pu sauter à droite ou à gauche. Il a juste voulu protéger ses collègues, se protéger lui-même. On parle beaucoup dans les médias de ce fusil d'assaut HK-G36. Concrètement, comment on se retrouve à 24 ans avec une telle arme dans les mains? Il faut savoir que pour être habilité G36, on a une formation de 48 heures à passer où on tire plus d'une centaine de cartouches. Vraiment, on manipule 2 jours complets. La première journée, on manipule à vide, donc sans cartouche, sans rien, on fait des centaines de fois la manipulation. Et le lendemain, on va en stand de tir toute la journée et on tire pour vraiment maîtriser cette arme. On a 1 an de formation en école, donc on a encore passé des tests pour entrer dans cette unité. On a passé des tests pour être habilité à cette arme. Donc je pense pas que l'âge est un rapport avec ce qui s'est passé. C'est oui, il a 24 ans, mais je pense que s'il avait 45 ans, il aurait réagi exactement de la même manière. Donc selon les premiers éléments de l'enquête, il y a eu 10 tirs, 6 impacts. Ça peut paraître beaucoup, non? Il faut savoir que sur l'arme qu'il avait dans les mains, il y a 3 sélecteurs. Il y a la sûreté, donc c'est la sécurité. On a beau presser la détente, il n'y a rien qui part. Ensuite, il y a un tout petit cran, c'est coup par coup, rafale de 2 et rafale illimitée. Je ne sais pas dans quelle mesure il a tiré. Après, il faut juste savoir qu'il y a juste un petit mouvement de la première phalange du pouce à faire pour passer de la première, de la sûreté à la rafale. Bon, on n'a pas écouté la fin de ce témoignage. C'est témoignage au micro de Valentin Boisset d'RTL. Je vais vous remercier, Monsieur Avril. On va recevoir Monsieur Casatsu dans 1 seconde, sauf si vous voulez dire un mot là-dessus. À ce fait divers, il faut poser une réponse politique. Et ce que la droite a proposé, de Valérie Pécresse à Marine Le Pen, c'est la présomption de légitime défense. L'État a le monopole de la violence légitime. Aujourd'hui, les magistrats ont créé une présomption d'illégitime défense pour les policiers, donc pour les réarmer et les soutenir. Il faut passer cette proposition. Et là, c'est Emmanuel Macron. Il a marqué que si cette proposition avait passé, on n'en parlerait plus. Pas d'enquête. Ce sera fini. Puisqu'il faut prouver qu'il y a une faute. C'est quand même, là, vous voyez bien comment prouver qu'il y a. C'est vrai qu'il faut aussi que la police, je vous remercie. Merci Pascal. Je vous remercie un peu à la justice quand même. Oui, faites des instructions, ils vont instruire. Moi, je veux bien faire confiance à la justice. Non, mais là, vous jetez quand même. Vous n'en savez rien, vous les connaissez pas. On inverse la charge de la. Je vous assure, je veux bien faire confiance à la justice. Ça ne me dérange pas. Je m'aperçois simplement, et on le traite souvent ici, qu'il y a une jeune femme qui s'appelle Emily Spanton qui avait expliqué qu'elle avait été violée par des policiers et en première instance, ces policiers ont été condamnés à 7 ans. Les mêmes faits, 2 ans plus tard, c'est acquitté. Ça s'appelle le double degré de juridiction. J'entends tout ce que vous dites, mais je fais confiance à tout. C'est pas la peine de faire appel. Je m'aperçois quand même que tous les avocats que je rencontre disent qu'effectivement, le mieux dans la vie, c'est de jamais avoir affaire à la justice, parce qu'effectivement, c'est pile ou face. Donc, je me permets de dire cela. C'est vrai que la justice va bien. En revanche, non, mais bon, on a eu ces discussions 50 fois. Il est 10h20. Monsieur Casatsu va vous remplacer, si j'ose dire. Et pendant que Monsieur Casatsu va arriver pour son bouquin, la famille Casatsu, c'est absolument incroyable et c'est presque un exemple à la française parce que c'est une intégration de génération en génération des gens qui venaient justement de l'extérieur. Bonjour Monsieur Casatsu. Bonjour Votre Pascal. famille, elle est d'origine elle est d'origine catalane. Donc vous voyez, c'est un exemple à la française d'assimilation, d'intégration. C'est pour ça qu'il est venu se battre. Vous n'y croyez pas, vous? Bon. La preuve que si, puisqu'il est là. Mais je voulais simplement, parce qu'on en a très peu parlé, depuis le 11 avril, Johnny Depp et Amber Heard se livrent à une bataille. C'est loin des Casatsu. Oui, se livrent à une bataille judiciaire sans merci. Ils sont séparés depuis 2016. Les ex-époux continuent de se déchirer autour d'accusations de violence conjugale. Ça passionne l'Amérique. Oui. C'est en direct, tous les jours. Les Américains s'arrêtent tous les...
C'est absolument J'ai vu des images, c'est horrible. C'est absolument incroyable. Je suis étonné, d'ailleurs, on en parle assez peu en France. Je voulais simplement que vous écoutiez Ramzi Malouki qui nous fait un petit point sur ce qui se passe aux États-Unis. Le procès se tient dans une petite ville de l'État de Virginie, à peine 23 000 habitants et pourtant la terre entière a droit au feuilleton. Johnny Depp, Amber Heard, deux stars qui s'accusent mutuellement de violence conjugale et dont les détails de leur vie intime sont connus de tous. Grâce à quoi? Grâce à ces vidéos publiées sur les réseaux sociaux et vues aujourd'hui par des millions d'internautes. Alors qui est victime, qui est agresseur? Les fans de chacune de ces stars jouent les jurés dans cette affaire qui prend, croyez-moi, des allures de télé-réalité avec parfois des séquences surréalistes comme ce témoignage, celui du concierge de l'immeuble où habitait le couple. Un témoignage préenregistré qui a fait rire toute la salle et même Johnny Depp, et durant lequel le concierge s'est exprimé depuis sa voiture en même temps qu'il vapotait sur sa cigarette électronique. C'est un épisode parmi tant d'autres qui fascinent des internautes qui, depuis le début de cette affaire, analysent les moindres détails. Beaucoup, par exemple, ont fait remarquer qu'Amber Heard copiait chaque jour de ce procès les vêtements portés la veille par son ex-mari. Même costume, même motif sur la cravate et bien évidemment, chacun y va de sa théorie. Alors qu'on soit pour ou contre l'une de ces deux stars, ce déballage de leur vie intime, souvent sinistre, n'arrange pas les choses pour leur réputation et leur carrière respective. Il reste cette question, peut-être la plus importante. Pourquoi Johnny Depp et Amber Heard ont-ils accepté tous les deux que ce procès soit filmé et diffusé en direct, sans filtre? Il y avait eu un premier procès à Londres en 2018. Le tabloïd anglais The Sun qualifie Johnny Depp d'époux violent physiquement. Dans un article, l'acteur attaque. Alors le groupe de publication anglais Newsgroup Newspaper pour diffamation. Amber Heard témoigne en faveur du groupe. Finalement, la Cour estime que 12 et des 14 incidents relatés sont substantiellement vrais. Johnny Depp perd son procès. Ça, c'est en 2020. Et là, le deuxième procès aux États-Unis, il attaque son ex-femme en diffamation dans l'État de Virginie au moment du procès de Londres. Et l'acteur affirme que son ex-épouse a conspiré contre lui et que ses accusations ont grandement porté préjudice à sa carrière. C'est ce procès qui s'est ouvert le 11 avril. Vous l'avez suivi? J'ai vu des images, quelques minutes, mais c'était... j'ai pas continué à regarder, quoi. Savoir que telle personne défèque sur le lit de telle autre, que telle je sais plus qui jette une bouteille d'alcool sur la... Enfin, c'est un déballage on se croirait dans un roman de Philippe Roth, c'est immonde. Ah, vraiment. C'est incroyable. Ça, c'est ce que l'Amérique peut nous apporter de pire. Vraiment, hein. Ce rapport-là au secret, à la vie des artistes, c'est immonde. Et ils ont voulu, et la question de Ramzi Malouki est juste, pourquoi ont-ils voulu que ce soit retransmis? Parce qu'ils étaient dans la mécanique où déjà leur réputation était abîmée. Donc j'imagine que c'est des situations psychologiques où une fois qu'on se retrouve à faire la une des journaux en se prenant des insultes, on tombe dans l'engrenage et on veut absolument sauver sa réputation et c'est un sable mouvant. Plus on s'essaye d'en sortir et plus on jeune, tombe. mais Nathan doit quand même le savoir. Des grands couples mythiques, il y en a eu comme ça. Richard Burton, Taylor, qui se sont quasiment entretués. Sinatra et Ava Gardner. Katina Turner, etc. Ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment devant le public en télé-réalité et très sordide. Là où vous avez raison. Et ils se réclament 50 millions d'euros de dollars de dommages intérêts. Là où vous avez raison, c'est que quand tu lis les années 30-40 et ceux qu'on appelait du Rat Pack, ceux qui étaient à Las Vegas, c'est-à-dire Dean Martin, Sammy Davis Jr., Frank Sinatra, ces gens, comme ils se comportaient avec les femmes, mais ils seraient aujourd'hui en prison jusqu'à la fin de leur vie. Et c'est Nick Toshis qui a fait beaucoup de bouquins là-dessus, qui est un journaliste américain et qui a écrit sur le Rat Pack. Mais c'est sidérant. C'est sidérant. Bon, Monsieur Casatsu, quelle famille, quelle famille. Alors, mais je veux dire, quelle famille. Donc, ça fait 7 en 150 ans d'abord. Oui, 7 générations d'artistes. Oui. À l'origine, il y a un gène, il y a un ADN. Non, il y a la volonté d'un ancêtre, Louis Casatsu, qui est passionné par la musique et qui décide que tous ses enfants, garçons ou filles, seront musiciens. Et comme me le disait un de mes amis, au fond, c'est un traité de pédagogie. Soyez tyrannique et il se passera des choses. Avec vos enfants, soyez autoritaires. Il a imposé à ses enfants, la nuit, il les réveillait en leur disant quelle note est-ce que j'ai joué, etc. Et du coup, les enfants ont appris la musique autant que avant même de savoir lire et écrire. Et de génération en génération, cette passion de la musique, du théâtre, de la peinture aussi, cette passion s'est transmise. Mais alors, dans cette famille, vous êtes qui? Eh bien, moi, je suis le fils de Christian, lequel était le frère aîné de Gisèle. Attention, la famille Casatsu, c'est un peu comme les Traboules à Lyon. Gisèle qui est décédée il y a très peu de temps, qui avait passé 100 ans.
Voilà, qui avait était comédienne. Qui a joué avec Gérard Depardieu dans un film qui a eu beaucoup de succès de Jean Becker. Et non, je crois que c'est une passion collective à l'intérieur de laquelle chacun construit son parcours selon son inclination et ses désirs. Chez les Casatsu, écrivez-vous, l'apprentissage commence en famille, mais il ne prend tout son sens qu'au contact des professeurs les plus reconnus, ceux du conservatoire, institution reine, qui donne aux élèves leur légitimité. C'est quasiment militaire. J'ai voulu montrer deux choses dans ce livre. D'abord que on peut être d'origine étrangère et aimer la France passionnément. Ça, c'était le modèle ancien. Mais je pense que c'est encore aujourd'hui le modèle. Parce que, comme je le dis, qu'est-ce que j'entends? Mais c'était le modèle ancien. C'était ce qu'on appelait l'assimilation. Non, mais c'est vrai, tous les étrangers sont suspects aujourd'hui. C'est vrai. Dis pas ça. Ils étaient formidables. Aujourd'hui, ils sont tous les gangsters, les dealers, etc. La France avait été plus attractive. C'est aussi ça que ça veut dire. Il y a une différence, Pascal, si vous me permettez, justement d'y revenir. C'est que ça a été possible parce qu'à l'époque, la France républicaine savait ce qu'elle était. C'est la question qui se pose aujourd'hui. Voilà. Mais ça n'est pas la question des étrangers, c'est la question de la République française. Ce qui n'est peut-être pas tout à fait la même chose. Bon, Jean-Claude. Jean-Claude, c'est mon cousin germain. Et Jean-Claude a perpétué justement... Jean-Claude, c'est le musicien, le chef d'orchestre. Oui, c'est la culture savante au service de tous. Et c'est le deuxième élément. Vous me disiez, qu'est-ce que vous aviez voulu dire? Il y a à la fois l'histoire d'une famille étrangère qui aime la France, et puis la culture savante au service de tous et sans démagogie. C'est-à-dire que Jean-Claude, comme tous les autres, ont essayé de donner, je ne dis pas qu'ils y sont tous arrivés, mais ont essayé de donner le meilleur d'eux-mêmes et de ce qu'ils avaient appris au plus grand nombre. Mais ça, c'est un modèle aussi qui est ancien, Laurent Geoffroy, me semble-t-il, c'est-à-dire ce mélange qu'il y avait d'ailleurs dans le cinéma, dans la littérature et parfois à la télévision des années 60 ou 70, ce mélange du populaire et de la qualité. Vous voyez, de vouloir cette combinaison. Et dans les années 70, moi je me souviens très bien, grandir avec des gens comme Pivot, Chancel, qui arrivaient cet alliage. C'était Alain Decaux, etc. Donc, c'était des grands passeurs, c'est-à-dire qu'ils se mettaient au service du spectateur. Évidemment, ils étaient sans doute plus cultivés, plus cortiqués que d'autres, pourquoi pas, mais il y avait cette volonté pédagogique. Marcel Julien incarne ça aussi. Et il me semble que cette tradition-là, elle est moins présente aujourd'hui. Oui. Le sens, c'est-à-dire qu'à un moment donné... Il y avait ça à l'école aussi. Il faut, je crois, réhabiliter et la culture populaire et la culture savante et les combiner ensemble. Exactement. Plutôt que de les opposer. C'était les deux. Moi, j'écoute France Inter, ça me paraît pas hyper élitiste. On peut parler politique, c'est autre chose, mais sur le plan de la qualité culturelle, c'est accessible. J'ai un ami qui s'appelle Philippe Collin qui vient de faire un truc formidable sur Pétain, qui est une longue émission qui raconte toute la vie de Philippe Pétain. C'est passionnant, c'est pour tout le monde. Alors celui qui incarne ça, justement, c'est notre ami Philippe Labro. Il est sur C8 tous les dimanches. Et chaque dimanche, chaque vendredi plus exactement, on passe un petit extrait de l'émission de Philippe Labro. Cette fois-ci, il va recevoir Jean-Marie Roire, qui est académicien, pour son livre Mes révoltes. Écoutez un extrait, ce sera dimanche. Je crois que, justement, c'est parce que je suis peut-être un écrivain français et qu'en France, il y a ça fait partie des gènes des Français et des écrivains, parce que les Français sont très sensibles aux questions de justice tout le long de leur histoire. Et en général, ce sont les écrivains qui ont été... la justice s'est beaucoup trompée. Mais vous voyez, c'est Voltaire, c'est Zola, c'est Mauriac. Il y a vraiment, ça fait partie d'une tradition. Et comme je me sens très français, et puis je trouve qu'à partir du moment où on a une vie publique, et on était journaliste, moi j'étais journaliste, on a les moyens de défendre des gens. Je trouve que c'était presque nécessaire, c'est imposé à moi. C'est pas seulement les moyens, c'est un peu le devoir aussi. Un journaliste a une mission. Le devoir et la passion. Vous savez, moi, je n'ai fait que des choses dans la passion. Et c'est cette passion qui fait on est capable finalement d'avoir un courage qu'on n'imaginait pas. Moi, je n'imaginais pas justement me lancer, aller voir le ministre de la Justice, rameuter tellement d'écrivains et de journalistes autour de moi pour me battre, parce que j'étais plutôt dans la réserve. Mais subitement, devant une injustice, on a en soi une sorte de... Vous savez, je crois que la faculté première d'un homme, d'une femme,
c'est l'indignation. C'est pas mal. Et c'est vrai qu'il s'est indigné, et notamment en défendant Omar Haddad. Il nous reste juste quelques secondes. Audrey Berthaud. De nouveaux bombardements à Kiev en pleine visite d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. 5 missiles russes se sont écrasés sur un immeuble résidentiel selon Volodymyr Zelensky. Il y a 10 blessés. Ce sont les premières frappes qui touchent la capitale ukrainienne depuis la mi-avril. 33 milliards de dollars, c'est le montant colossal que Joe Biden Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini. demande au Congrès de débloquer pour aider l'Ukraine, du jamais vu depuis le début de la guerre. Enfin, des tirs de mortier dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Les habitants n'en peuvent plus. Cette situation est récurrente et inquiète les riverains. 3 jeunes ont été interpellés et placés en garde à vue. J'ai cru que Jean-Marc Morandini entrait dans le conflit Ukraine-Russe Ukrainien. et qu'il allait intervenir. Mais malheureusement, manifestement, c'est pas le cas. Merci Audrey Berthaud et bon week-end à vous. C'est le week-end du 1er mai, mais le 1er mai tombe un dimanche. C'est toujours trop court. Merci Pascal. Ben non, mais c'est trop court, mais c'est une belle famille, et c'est une grande famille, et c'est une famille. Je retiens ce que vous avez dit au départ. Je trouve que les enfants, effectivement, il faut être tyrannique avec eux. C'est ce que dit Aldo Naori. Hein. Soyez tyrannique avec vos enfants, vous aurez des enfants démocrates. Et oui, mais c'est vrai qu'il faut être plus exigeant peut-être que nous sommes tous. Tyrannique avec Laurent Geoffroy. Non, mais je pense que c'est vrai en fait. Faut vraiment, mais on n'ose pas sans doute parce que quand même, faut pas être tyrannique. Et Disons oui, juste faire un peu preuve d'une affectueuse autorité. Oui, mais il faut les évidemment, Hein, mais quand je dis tyrannique, il faut les obliger à faire du piano, du truc, du machin, du bidule, etc. Bon. Et puis s'ils sont pas contents, ils n'ont pas le choix. Bon, merci. Merci à. Alors, je suis très en retard. Arthur Muriot, je remercie Claudie Jacquin, Valérie Weber, Pauline Fleury. Comment? Vous avez oublié Brigitte Millot. Ah ben Brigitte Encore Millot. une fois. Ah ben attendez, oh là, on est en train de prendre beaucoup de retard. Brigitte Millot, vous avez parfaitement raison. Retour sur CNews de l'émission Bonjour Docteur Millot, ce samedi à 10h. C'est la meilleure intervention que vous ayez faite depuis que je vous connais. de saluer. J'essaye de réparer vos erreurs. Mais et vous en avez plus, vous me parfaitement faites engueuler, raison. c'est quand même. Vous avez parfaitement raison. Je trouve que c'est la Attendez. meilleure intervention. Et on est je sais qu'on est très en retard. Simplement, je dis au revoir. Claudie Jacquin, Valérie Weber, Pauline Fleury, Diana Carfala, Nicolas Nissim, Éléonore de Vulpière, Godefroy Fleury. Merci à Arnold Carra qui était à la réalisation, à Nicolas Molière qui était au son, à Pierre Maurice qui était à la vision. C'était Samuel Vasselin et Arthur Muriot. La dernière de votre émission. Merci la régie finale. Merci la régie finale. La dernière de votre pièce, c'est ce week-end. Oui, dimanche. Exactement. Et il y a encore des places vendredi, samedi et dimanche. Exactement. Je l'ai vue, elle est excellente. Allez-y. Jean-Marc Morandini dans une seconde, pardonnez-moi.